Bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, l'émission de géopolitique de France Info et de France 24. Qui s'intéresse au Soudan aujourd'hui, un pays au cœur de l'actualité qui entre dans une période de transition pleine d'incertitudes. Et on va en parler avec notre invité Christophe Ayad, grand reporter au Monde. Le Soudan, Sébastien, c'est un grand pays à la confluence du monde arabe et de l'Afrique. Et on va justement commencer avec une citation de Christophe Ayad pour caractériser ce pays un peu à part, pays trop noir pour être arabe et trop arabe pour être africain. Le pays est en tout cas très peuplé, 40 millions d'habitants bientôt, dont une majorité se concentre ici dans la capitale Khartoum, située à la confluence du Nil. À noter que le Soudan a été amputé d'une partie, puisque avant 2011, le Soudan du Sud, depuis indépendant, et le Soudan ne formaient qu'un seul et même pays. Et ce pays a été dirigé d'une main de fer pendant 30 ans par Omar el-Béchir. Oui, c'est effectivement l'homme fort depuis 3 décennies. C'est un militaire avec le grade de maréchal. Omar el-Béchir, en français, arrivé au pouvoir à l'occasion d'un coup d'État en 1989. Mais ce qui caractérise ce régime, c'est son alliance avec les religieux. On parle d'ailleurs peut-être presque d'une dictature islamo-militaire. La charia était appliquée au Soudan. C'est un peu l'alliance de du glaive et du Coran. Mais rien n'a pu empêcher la catastrophe économique. Pourquoi ? Parce qu'en se privant du Soudan du Sud en 2011, le pays a tiré un trait sur une grande partie de ses richesses économiques du pétrole. Et depuis, l'inflation est galopante. Ce qui a tout déclenché, ça a été en décembre l'augmentation du prix du pain multiplié par 3, ce qui a suscité des émeutes de la faim qui se sont transformées en manifestations monstres dans les rues. Il faisait 45 degrés, ça n'a pas dissuadé comme ça les manifestants qui continuent toujours d'occuper le terrain et notamment les abords du ministère de la Défense. Justement, on y va à Khartoum, on y retrouve Franck Genozo, le correspondant de France Télévisions. Franck, Omar el-Béchir a été destitué le 11 avril dernier. Eh bien, la première conséquence de la destitution d'Omar el-Béchir, c'est la libération de la parole chez les Soudanais. Vous savez que pendant 30 ans, le Soudan fut une dictature très dure, un État policier dans lequel les fameux Mourabarat, les agents de la police secrète et des renseignements, avaient des oreilles partout. Dans ce système où chaque citoyen se sentait surveillé, eh bien, la liberté de ton, la liberté d'expression était extrêmement encadrée. Aujourd'hui, l'appareil répressif est en sommeil et les Soudanais découvrent avec délectation le plaisir de s'exprimer en public ou encore de parler avec des journalistes étrangers. Vous savez, des révolutions, j'en ai couvert quelques-unes et celle-ci est différente car généralement, après la libération de la parole, il y a parfois des excès, des appels au meurtre, à la vengeance ou encore à la justice expéditive. Eh bien ici, rien de tout ça, malgré les 30 ans de dictature, malgré les centaines de milliers de victimes, malgré la multiplication des emprisonnements arbitraires, il y a beaucoup d'équilibre et de sagesse dans les propos des manifestants qui réclament tout simplement que les pontes du régime soient arrêtés et jugés dans le cadre de procès équitables. Alors, tout l'enjeu sera désormais de protéger les acquis de cette révolution, notamment pour les femmes qui ont été à l'avant-garde de la protestation en organisant les rassemblements ou encore en les sécurisant, des femmes dont les droits et le statut pendant ces 30 années de dictature avaient régressé et qui découvrent aujourd'hui avec beaucoup de plaisir cet espace de liberté qu'elles sont en train de retrouver. Merci Franck Genozo qui a justement rencontré celle qui est devenue l'icône de ces manifestations, Alaa Salah. Regardez. À chacune de ces apparitions, la foule des révoltés se range derrière elle. Alaa Salah, 22 ans, est l'icône de la révolution soudanaise. Chaque révolution a besoin d'une figure populaire. Pour Alaa Salah, il a suffi d'une image. Face à la foule et au portable saisissant la scène, la jeune femme, en tenue traditionnelle, l'index levé, pleine de conviction. La force d'un cliché et des vidéos virales qui l'ont accompagnée, où elle déclame des poèmes à la gloire de la Révolution. Désormais, l'image de l'étudiante en architecture domine le lieu de rassemblement des révolutionnaires. Une femme comme figure de proue dans ce pays considéré comme conservateur. La tenue traditionnelle que je porte est celle de nos grands-mères, y compris ses boucles d'oreilles. Des femmes fortes qui se battaient pour la liberté pendant les précédentes dictatures. Elles se surnommaient les Kandaka, comme les reines soudanaises de l'Antiquité. Depuis le début de la contestation,
les camps de Dacca de 2019 occupent un rôle central. Actives dans l'organisation et la sécurisation des rassemblements. Au Soudan, les femmes étudient, travaillent et peuvent atteindre des postes à responsabilité, y compris en politique. Mais les 30 ans de dictature ont clairement fait reculer leurs droits. Je ne dirais pas que les femmes sont opprimées dans ce pays. Mais si elles pouvaient continuer à prendre la parole, à faire valoir leurs droits comme en ce moment, ce serait déjà une grande victoire. Au Soudan, 9 femmes sur 10 sont excisées et leurs tenues vestimentaires sont régies par la loi. Alors, les manifestantes souhaitent protéger l'espace de liberté conquis durant les protestations. Les premiers succès de la révolte des camps de Dacca. Voilà pour ce sujet de Franck Genozo et de Giona Messina. Et on accueille sur ce plateau Christophe Ayad. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe Ayad, grand reporter au Monde. Vous avez reçu de multiples prix pour vos reportages, dont le prix Albert Londres. Et vous avez réalisé un documentaire sur le Darfour, autopsie d'une tragédie. Et vous avez aussi grandi au Soudan, donc vous connaissez bien ce pays. C'est une révolution. D'ailleurs, vous écrivez que c'est la 3e révolution dans ce pays. Il se passe vraiment quelque chose aujourd'hui? Ah oui, c'est un phénomène profond, majeur, long, qui touche toutes les couches sociales, qui touche aussi tous les âges et tous les genres, c'est-à-dire les hommes, les femmes, tout le monde est dehors. Il y a la majorité de Khartoum. Khartoum, c'est aujourd'hui 5 millions officiellement, peut-être 10 millions d'habitants. La majorité est dans la rue. Et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Donc c'est un phénomène majeur. Après, c'était une révolution, mais elle n'a pas encore réussi. Mais c'est une révolution tout de même. Et vous dites que c'est même Oui. la 3e. Pourquoi elle s'inscrit vraiment dans l'histoire du Soudan? Oui, parce que déjà en 1964, il y avait une révolution qui a renversé un régime militaire, celui du général Aboud. Et puis en 1985, il y a eu ce qu'on a appelé l'intifada, les Soudanais l'appelaient comme ça, qui était un soulèvement populaire qui avait conduit au départ du général Nimeri. Donc à chaque fois, des dictateurs qui avaient été poussés dehors, en fait l'armée, poussée par les manifestants, finissait par renverser le dictateur. Là, ça a pris plus longtemps, mais ça a fini par arriver aussi. Une révolution menée par des femmes, on l'a vu dans ce reportage. La mère d'Allah Salah est une Kandaka. Une Kandaka, ce sont donc ces reines du temps de l'Antiquité. Donc les femmes vraiment ont participé aux révolutions au Soudan et cette symbolique des reines de l'Antiquité est importante. Oui, alors ça fait référence effectivement à des reines nubiennes sous l'Antiquité. C'est une tradition qui se garde, mais on ne peut pas dire non plus qu'il y a aujourd'hui des reines au Soudan. Mais les femmes jouent un rôle important dans cette société, même si c'est une société conservatrice et traditionnelle. Et en 64, la figure majeure de la révolution, c'était Fatima Ibrahim, la femme du principal dirigeant du Parti communiste de l'époque, qui ensuite, lui, a été pendu, et elle, qui est morte il y a 2 ans. Lors de ces funérailles, il y a déjà eu des manifestations massives et majeures dans Khartoum que le régime ne savait pas trop comment gérer. Et pour moi, c'était un peu le prélude à ce qui s'est passé là. C'est vraiment une révolution qui s'inscrit sur le long terme, on l'a bien compris. Et quand on regarde ça, par exemple, de Paris, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle fait aussi écho, d'une certaine manière, au printemps algérien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? La place des femmes, notamment, y fait penser. Oui, la place des femmes, oui, les réseaux sociaux, oui, le caractère massif. Mais Pacifique pour moi, il y a aussi. une pacifique aussi. Et c'est des peuples qui ont beaucoup appris de ce qui s'est passé ailleurs et de ce qui s'est passé chez eux. Ils ont beaucoup appris de 30 ans de dictature et que notamment la violence ne servait à rien face à une dictature. Ce qui sert, c'est la masse et l'organisation. Mais la différence avec l'Algérie, c'est que c'est une révolution très, très, très organisée. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une structure politique derrière qui joue un rôle moteur, qui a des propositions constitutionnelles, qui a une liste de gens à mettre au gouvernement, qui a tout un plan pour les 4 années à venir. C'était pas le cas en Algérie. Ce que je ne vois pas encore en Algérie, où tout le monde dit il faut qu'ils dégagent tous, parce que les gens sont conscients qu'ils sont face à un système très solide et très complexe, mais je ne vois pas encore la voie pour y aller. Société politisée, c'est l'héritage du communisme dont vous parliez là? C'est l'héritage d'une société qui, effectivement, a été très politisée pendant toutes les années 60, 70, 80, et où le Parti communiste jouait un rôle majeur. Ce n'était pas le seul, ce n'était pas la seule force, mais c'est une force qui est restée, malgré que le parti a été interdit, il a rené sous une autre forme, mais surtout, il a donné une culture politique à des jeunes qui n'ont pourtant même pas connu ni le communisme, ni ses leaders.
mais il a, imprégné, et notamment à Atbara, où le soulèvement a commencé, des structures collectives, des syndicats. L'association des professionnels soudanais, c'est celle-là dont on parle beaucoup. C'est là qu'on retrouve tous ces leaders qui sont, pour moi, inspirés par la culture communiste du Soudan et par la culture syndicale du Soudan. Il faut savoir que le Soudan avait le plus gros parti communiste et les plus gros syndicats de toute l'Afrique et de tout le monde arabe. Et là, il y a un rapport de force entre donc, l'association des professionnels soudanais et l'armée. Voilà. L'armée a un poids énorme au Soudan. C'est elle qui instaure ce rapport de force. L'armée a un poids énorme dans toute l'histoire du Soudan et encore plus du fait qu'elle a géré le pays pendant 30 ans sous Béchir, ce qui n'était jamais arrivé sur une aussi longue période. 80%, 70%, je crois, du budget du Soudan, c'est pour l'appareil sécuritaire. C'est des chiffres hallucinants. Et comme vous dites, l'appareil sécuritaire, pas seulement l'armée, mais aussi les services de renseignement, le fameux Nice, qui a pris une importance démesurée sous Béchir et qui a même parfois dépassé l'armée dans son rôle de gestion du pays. Christophe Ayad, on a vu tout à l'heure à la salle, on ne l'a pas entendu. Alors avec Stéphanie, on avait envie comme ça d'écouter. Alors même si on ne comprend pas tous l'arabe, il y a le mot Sahara qui, j'espère que je prononce bien, qui revient comme un mantra. Révolution. Oui, Sahara, révolution. Révolution. Eh bien, écoutez, regardez, et c'est ainsi que va se conclure cette première partie. C'est la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Retour dans Le Monde dans tous ses états, consacré au Soudan et à sa révolution aujourd'hui. Et on va parler d'Omar el-Béchir, l'ancien président soudanais qui est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Alors on va faire un peu d'histoire et un peu de géographie aussi. Le Darfour, c'est ce territoire, la terre des fours. Il doit son nom à ce peuple qui était l'un de ceux qui peuplaient ce qui est aujourd'hui une province du Soudan et qui a été le théâtre au début des années 2000 d'une guerre civile meurtrière. En fait, ce sont d'anciennes tensions ethniques, notamment, qui ont été ravivées et tout éclate en 2003. Un conflit qui va connaître un écho international et mobiliser des personnalités, comme par exemple en 2006, l'acteur américain George Clooney, venu lancer un appel aux dons et qui va parler du Darfour comme du premier génocide du XXIe siècle. L'ONU, de son côté, va évoquer ce Darfour comme un nettoyage ethnique, avec notamment des milices armées, les Janjaweeds, à la solde du pouvoir d'Omar el-Béchir, qui vont se rendre coupables de multiples exactions, viols, massacres, pillages. Les populations civiles sont en première ligne. Il y a beaucoup de réfugiés. Quant au nombre de morts, au moins 200 000 et 2,6 millions de déplacés, notamment dans des camps dans le pays voisin, ici au Tchad. Et justement, on va voir ce reportage qui a été tourné au Darfour à l'époque par les envoyés spéciaux de France Télévisions. C'était là-bas en 2004. C'est lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon qu'ils apparaissent en plein désert. Les rebelles du SLA, l'armée de libération du Soudan, les ennemis jurés du pouvoir de Khartoum, à majorité arabe. Le pouvoir mène depuis toujours une politique de discrimination vis-à-vis des populations noires du Soudan. Nous manquons de tout, d'eau, d'électricité, de développement. Depuis l'indépendance, il n'a rien fait pour alléger la souffrance des gens d'ici. Le soleil est haut dans le ciel lorsque nous sommes rejoints par d'autres véhicules. La région semble sous contrôle rebelle. Sur des kilomètres, pas âme qui vive. Les villages Zagawa, l'ethnie majoritaire au Darfour, ont été vidés de leurs habitants par les forces soudanaises. Puis, c'est Fouraouia, un village martyr contrôlé par les forces du SLA. En février dernier, des Antonov de l'armée soudanaise ont bombardé le village. Sans précaution, les habitants désensablent les bombes qui n'ont pas explosé. Il y avait beaucoup de gens ici.
Nous avons entendu le grondement des avions, mais nous n'avions pas peur parce qu'on n'y connaît rien en avion. Il y a une série d'explosions. Et les animaux, les hommes, tout le monde courait. À la nuit tombée, les Janjaouides, ces cavaliers arabes armés soutenus par Khartoum, ont fini le travail. Regardez. Regardez, ils ont même brûlé nos semences pour qu'on ne puisse pas revenir. Les cavaliers sont descendus des montagnes. Ils ont encerclé le village. Ils ont demandé aux habitants de sortir. Les plus jeunes de nos femmes ont été violées, des hommes battus à mort, pendus. Et ils nous ont dit de ne jamais revenir. Chassés de leurs terres, les habitants du Darfour se sont réfugiés dans des camps humanitaires au Tchad, de l'autre côté de la frontière. Mais malgré leur dénuement, ceux-là sont sauvés. Car c'est au Soudan que le pire est à attendre. Ici, dans le désert, 1 million de déplacés restent inaccessibles. Le régime soudanais refuse l'entrée de l'aide humanitaire au Darfour tant que les rebelles n'auront pas déposé les armes. Et on retrouve tout de suite Bastien Renouille, le correspondant de France 24 à Khartoum. Bastien, où se trouve Béchir depuis qu'il a été destitué ? C'est la question qui obsède les manifestants ici à Khartoum, savoir où se trouve l'ancien président Omar el-Béchir. Impossible de savoir s'il est bel et bien en prison, comme l'affirme l'armée qui dit l'avoir mis dans une prison de haute sécurité où étaient autrefois emprisonnés les opposants politiques, où nombre d'entre eux ont été torturés durant des années, ou alors si l'ancien président est dans une résidence surveillée à l'extérieur de Khartoum. Impossible de vérifier ces informations. Autre question qui intéresse fortement les manifestants ici dans la capitale soudanaise, c'est de savoir si l'ancien président Omar el-Béchir sera un jour, oui ou non, jugé. Beaucoup de ceux à qui j'ai pu parler aimeraient qu'il soit jugé ici, dans la capitale soudanaise, tandis que de nombreuses associations de défense des droits de l'homme voudraient qu'il soit jugé devant la Cour pénale internationale à La Haye, la Cour pénale internationale qui l'accuse de génocide et de crimes contre l'humanité, notamment dans la région du Darfour. Toujours est-il qu'il semble peu probable qu'il soit jugé au Soudan, tant qu'un régime militaire sera en place dans le pays. Merci beaucoup Bastien Renouille de France 24. Christophe Ayat, toujours avec nous, c'est vraiment la question centrale, le jugement. Pour l'instant, Omar el-Béchir, il a toujours échappé à ceux qui voulaient lui faire rendre des comptes. Sera-t-il un jour jugé ? C'est pas évident pour le moment. Ce que font remarquer les opposants au Soudan, c'est que les instruments juridiques pour le juger pour ce qui s'est passé au Darfour n'existent pas. Et ça, c'est un vrai problème. Quant à penser, et c'est pour ça qu'il préconise son extradition auprès de la CPI. Mais tant que des militaires seront au pouvoir au Soudan, ils ne vont pas livrer celui qui a été leur chef à un pays étranger. Et en même temps, CPI, c'est Cour pénale internationale. On peut se dire aussi que pour le Conseil de transition en place, ce serait un sacré gage de crédibilité de dire « Regardez, on vous livre Béchir, on est sérieux ». Oui, mais vous pensez bien que la plupart des militaires aujourd'hui, même au pouvoir au Soudan, ont été complices et responsables de pas mal des exactions commises au Darfour et ailleurs, notamment au Kordofan. Par exemple, le numéro 2 du comité militaire de transition, Hemeti, il est le chef des Janjaouides. Donc, si Béchir se retrouve à la CPI, il va incriminer tous les gens qui sont aujourd'hui encore à la tête de la transition au Soudan. Difficile pour eux, du coup, de l'extrader. Béchir, c'est un militaro-islamiste, on peut le dire comme cela, Christophe Ayad. Le Soudan est un pays où a vécu Ben Laden, il faut le rappeler. Oui. C'est encore un État considéré comme terroriste aujourd'hui ? Alors, juridiquement, par les Américains, oui, mais en même temps, ces mêmes Américains passaient leur temps à discuter avec le régime Béchir, et notamment son chef des services de renseignement, Salah Ghosh, qui passait son temps à leur donner des renseignements sur des terroristes internationaux. Le Soudan, et c'est pour ça que Béchir est resté 30 ans au pouvoir, a toujours été très malin en soutenant certains terroristes et en livrant d'autres, en jouant un peu de double jeu et en étant pragmatique. Donc quand, par exemple, Ben Laden est devenu trop encombrant, on lui a demandé de quitter le pays. C'était en 2006, il est parti en Afghanistan chez les talibans. Donc très habile, mais c'est vrai que 30 ans de règne, c'est aussi une économie complètement dévastée. Oui, on l'a vu, la population civile est dans la rue, mais elle souffre aussi. C'est vraiment des émeutes du prix du pain, puisqu'en décembre, il a été multiplié par 3 et ça représente un budget colossal. Je vous propose un témoignage, une illustration autour de ces boulangeries, de ces prix du pain. C'est dans les rues de Khartoum, c'est tourné là aussi par Bastien Renouille de France 24. Le pain est devenu très cher. Avant, avec 15 centimes, j'avais un pain. Maintenant,
Le prix a doublé. Même les choses essentielles pour les plus pauvres deviennent très chères. Donc ils manifestent car ils n'ont plus le choix. Il y a beaucoup de raisons à l'augmentation du prix du pain. En particulier, la farine n'est plus subventionnée par le gouvernement. Si elle l'était toujours, ce serait moins cher. Et le levain, lui, nous coûte maintenant encore plus cher que la farine. Christophe Ayad, finalement, seule une petite caste a bénéficié de ce régime, économiquement. Oui, une caste de nouveaux riches, de parvenus. Alors, dans les années 2000-2010, elle était assez large à cause de l'argent du pétrole qui a vraiment irrigué l'économie du pays et qui a profité à un grand nombre de riches. Et ce nombre s'est réduit et la classe moyenne s'est complètement effondrée à partir de 2011 et de l'indépendance du Sud-Soudan lorsque l'argent du pétrole est parti. Parce que le pétrole, les puits se trouvent dans le Sud-Soudan. Voilà. Donc il s'est séparé de sa principale ressource pétrolière, Oui, Omar el-Béchir, en fait, acceptant cette sécession. Béchir, pour rester au pouvoir, parce que les Américains lui mettaient une pression énorme, a fini par accepter le départ du Sud en échange de son maintien au pouvoir. Mais les Soudanais lui en veulent encore, d'abord d'avoir séparé leur pays en deux, et puis d'avoir privé ce pays d'une de ses principales richesses. Parce qu'il reste quoi comme richesse au Soudan maintenant ? Il reste beaucoup de terres agricoles, il reste de l'or. Mais tout ça a déjà été assez dilapidé. L'or a été donné dans des concessions assez opaques, et des petits creuseurs ont aussi beaucoup saccagé le paysage. Quant aux terres agricoles, les meilleures ont été louées, voire vendues à des riches investisseurs du Golfe. On est dans une période de transition. Christophe Ayad, quels sont finalement les scénarios possibles ? Est-ce que ça pourrait devenir une démocratie, le Soudan ? Ça va prendre du temps, mais les Soudanais savent en tout cas ce qu'est une démocratie et ils ne croient plus au fait que l'armée peut les mener à une démocratie. Là où ils sont très très sages et conscients, c'est qu'ils pensent aussi qu'on ne peut pas dégager l'armée du jour au lendemain. Donc chacun, en ce moment, c'est ça qui se joue dans la rue, joue sur les faiblesses et sur les fissures du camp d'en face. L'armée essaye de convaincre des partis traditionnels de la rejoindre pour former une sorte de simili-gouvernement de transition qui durera ce qui durera, peut-être pas d'ailleurs. Quant à l'association des professionnels, elle essaie de mettre la pression maximale pour que les militaires se divisent entre eux. Et comme déjà, ils ont lâché Béchir et plusieurs autres, ils continuent à lâcher du lest des responsables finissent par nommer un gouvernement au moins à parité entre civils et militaires. C'est ça qui est l'objectif. Pour l'instant, l'armée dit que c'est une ligne rouge, mais c'est ça l'objectif. C'est ce que veulent les civils, en tout cas, oui. Cette association des syndicats voilà, l'association des professionnels. L'association des professionnels soudanais. Juste d'un mot sur la communauté internationale. En Europe, on se dit c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'immigration que ça peut représenter le Soudan. Là, je suis pas d'accord. C'est que le gouvernement Béchir touchait l'argent de l'Europe pour gérer les départs et l'immigration, mais en même temps, ils étaient très nombreux. Aujourd'hui, regardez à Paris, vous avez 10, 15 000, 20 000 Soudanais. Les Soudanais sont la deuxième, troisième nationalité dans les demandeurs d'asile. Donc, moi, je pense qu'un pays en paix, c'est le meilleur moyen pour que cessent les départs, notamment de gens du Darfour ou les habitants pauvres des marges de Khartoum qui ne voient pas d'espoir économique dans ce pays. Très forte répression aujourd'hui. A priori, c'est non. Pensez ? Tant qu'il y a une telle masse de manifestants, c'est pas possible de faire un massacre de masse. Donc le but, c'est, je pense, des militaires, c'est d'arriver à une forme d'épuisement. Pour l'instant, il est face à une organisation qui est très très bien organisée, justement, qui prévoit quasiment des shifts. Et là, on va rentrer dans la période de Ramadan, qui est très très importante au Soudan, qui est très fêtée, très suivie. On va voir si les manifestants sont capables de maintenir la pression malgré le Ramadan. Ça, c'est un vrai enjeu. Et on suivra ça notamment en vous lisant, Christophe Ayad, dans le journal Le Monde. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci Christophe Ayad, merci Sébastien. Merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr, sur France 24 et sur France Info. À bientôt.